La cause fondamentale de la crise de l'euro, c'est l'hétérogénéité. D'un côté, une bonne hétérogénéité due à des facteurs de production qui se sont spécialisés là où ils étaient le plus productifs. Donc c'est une hétérogénéité qui augmente la production, qui augmente le bien-être et qui est souhaitable. Et de l'autre côté, une mauvaise hétérogénéité qui est due tout simplement aux différences structurelles entre les pays de la zone. Malheureusement, ces hétérogénéités ont causé des déficits extérieurs qui eux-mêmes se sont traduits par une panique des marchés financiers due à une crainte d'insolvabilité des pays, notamment les pays du Sud, qui a conduit ensuite à tous les symptômes qu'on connaît de la crise de l'euro, donc crise bancaire, des dettes souveraines, crise de la dette, crise macroéconomique, etc., etc. Donc après tout ce qui s'est passé, on aurait pu croire que l'euro allait exploser. Autrement dit, que tous les pays de la zone, la France, l'Allemagne, l'Italie, allaient retourner à leur monnaie domestique, donc le franc, le Deutschmark, la lire italienne, ce qui n'est absolument rien de plus qu'un retour à un régime de change flexible. Car rappelons-le, l'euro, qui est une monnaie unique, est avant tout un taux de change fixe, rien de plus. Et un taux de change fixe, malheureusement, n'est rien de plus qu'un faux prix. Un faux prix dans le sens où c'est un blocage des prix. Ce n'est plus le marché, la main invisible, la loi de l'offre et de la demande qui détermine combien vaut une monnaie par rapport à une autre, mais c'est la Banque centrale qui dit que à partir du 1er janvier 99, 6,5 francs s'échangeront contre 0,50 Deutschmark. Un point, c'est tout. Or, ce qu'on constate, c'est que, comme le disait Mario Draghi, l'euro soit sauvé, whatever it takes. Donc, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, nous sauverons l'euro car c'est notre grand projet européen, etc., etc. Donc, admettons qu'on ne puisse pas sortir de l'euro pour une raison X ou Y. Autrement dit, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se poser la question de est-ce qu'il existe un remède institutionnel qui ferait en sorte que la zone euro fonctionne correctement et que plus jamais on ne se retrouve avec des déséquilibres de déficit extérieur, ce qui n'est rien de plus que les symptômes et la cause de la crise de l'euro, le déficit extérieur. Premièrement, rappelons que malgré l'hétérogénéité causée par l'euro, les institutions européennes sont basées sur une Union européenne homogène. D'accord ? C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, l'Europe doit être homogène, donc on va partir du fait qu'elle est homogène parce qu'on a décidé qu'elle devait être homogène. Et même si l'euro crée des hétérogénéités, c'est pas notre problème, l'Europe doit être homogène. Ainsi, comment on fait pour réformer ces institutions, pour qu'elles restent à la fois propres à une Union européenne homogène, et en plus de ça, qu'elle arrive à exploiter au maximum la bonne hétérogénéité de l'euro, c'est-à-dire la spécialisation productive, tout en éliminant l'hétérogénéité structurelle, la mauvaise hétérogénéité. Commençons premièrement, si vous le voulez bien, par nous pencher sur le problème de la balance des paiements. Une crise des balances des paiements, c'est lorsqu'un pays importe plus qu'il exporte, autrement dit, il vit au-dessus de ses moyens. Il vit au-dessus de ses moyens vis-à-vis du reste du monde, bien sûr. Ainsi, si un vélo bleu et un vélo rouge coûtent exactement le même prix, 100 €, et que l'Italie produit des vélos bleus et l'Allemagne produit des vélos rouges, et que l'Italie importe 100 vélos rouges et exporte seulement 50 vélos bleus, eh bien, elle vit au-dessus de ses moyens et elle voit apparaître un déficit extérieur, c'est-à-dire une dette qu'elle a envers l'Allemagne en l'occurrence, de 50 vélos bleus. Ce type de crise, à la base, on pensait que c'était réservé aux pays émergents, c'est-à-dire les pays qui n'ont quasiment aucune richesse ou qui sont en fait spécialisés seulement dans une seule ressource, par exemple le pétrole ou les matières premières, etc., etc., et qui en dehors de ces quelques sources, on va dire, de grosses richesses exportables n'ont pas grand-chose. Mais en réalité, on voit bien que c'est arrivé en zone euro. Le problème, c'est que du coup, lorsque vous avez ces déficits extérieurs, un jour, les autres s'en rendent compte, et lorsque ceux qui financent vos déficits extérieurs s'en rendent compte, ils arrêtent de vous financer parce qu'ils se disent à un moment, ça commence à bien faire, je vais peut-être attendre que tu commences à rembourser une de tes premières dettes avant de continuer à te faire vivre au-dessus de tes moyens ad vitam aeternam. Donc ça, c'est le gros problème des déficits extérieurs, à ne pas confondre avec un déficit public. Un déficit public ou budgétaire, mais on va dire public, qui englobe toutes les administrations de l'État, qui est domestique.
Dans le fond, c'est pas grave parce qu'il suffit de canaliser l'épargne domestique, encore une fois, via les placements à la banque, les livrets A et compagnie, pour financer l'État. C'est notamment le cas du Japon. C'est le cas emblématique qui a une dette énorme. J'ai plus le pourcentage, je crois qu'il est quasiment à 200%, voire à plus, 200% de PIB de dette. Mais c'est pas grave car c'est une dette qu'ils détiennent eux-mêmes. Et il faut bien comprendre une première nuance, c'est que une dette qu'on détient, qui est nationale, une dette qui est à l'intérieur du pays se paye au moment où elle est émise, alors qu'une dette qui est extérieure se paye au moment où elle est remboursée. C'est un truc un peu technique, mais alors pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une épargne nationale et que vous allez taper dans cette épargne nationale, finalement, l'État va prendre de l'argent domestique, le retirer en quelque sorte du circuit économique, va le priver les agents privés de pouvoir utiliser cette épargne pour autre chose, de l'investissement, de la consommation. Mais au fur et à mesure que l'État va rembourser sa dette, il va il va réinjecter tout simplement la liquidité aux agents privés, donc ménages et entreprises. Ce qui fait que la dette se paye, la dette est douloureuse au moment où on l'emprunte, parce que c'est là qu'on retire l'argent du système. Et puis plus on se désendette, plus on désendette l'État, plus l'État rembourse, plus l'argent est réintroduit dans le système économique, et plus les agents retrouvent leur liquidité. Une dette extérieure, c'est pas la même chose. Une dette extérieure, c'est l'inverse. C'est l'argent n'arrive pas de votre pays, il vient du Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou de je ne sais où. Ou de l'Allemagne, admettons. Et donc vous vous retrouvez avec plein d'argent qui arrive un peu de nulle part, et au fur et à mesure que vous remboursez votre dette, vous prenez de votre circuit français là où vous avez vos sous qui se baladent pour le refiler à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à l'Allemagne, etc. Donc faut déjà comprendre cette nuance là, qu'une dette domestique se paye au moment où on emprunte, alors qu'une dette extérieure vis-à-vis du reste du monde se paye au moment où on rembourse. Or, comme on l'a dit, une dette qui est intérieure, comme le Japon, où les Japonais détiennent leur dette, c'est pas si grave que ça, car il suffit de canaliser tout simplement sa monnaie, et puis en plus de ça, le Japon a toujours sa planche à billets, sa banque centrale, etc. Ils sont, on va dire, souverains avec la monnaie. On peut pas en dire forcément autant par exemple, la France, ou des pays de la zone euro, du manière générale, même les pays du Sud, car ces derniers avaient des déficits budgétaires étrangers, et donc ils sont obligés, pour refinancer leurs dettes, d'absolument trouver de nouveaux prêteurs à chaque fois. Sinon, il y a ce qu'on appelle le sudden stop, c'est-à-dire que les prêteurs arrêtent de prêter aux États qui suspectent d'être insolvables, et à ce moment-là, c'est la crise. Bien sûr, en temps normal, la solution, c'est d'évaluer sa monnaie, c'est-à-dire que je vis un peu trop au-dessus de mes moyens vis-à-vis du reste du monde, donc pour essayer de retrouver un peu de compétitivité et d'exporter plus, parce que c'est la priorité, ce qui va se passer, c'est que je vais dévaluer ma monnaie, donc je serai plus compétitif, parce que vis-à-vis du reste du monde, je coûterai pas cher, donc ils vont venir acheter chez moi, ça crée de l'emploi, etc. C'est génial, ça marche bien. Encore une fois, ça on peut pas le faire en zone euro parce qu'il y a un taux de change fixe qui s'appelle l'euro. Ce qui fait que la Grèce, au lieu de dévaluer, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit faire défaut sur une partie de sa dette. Il y a le FMI, la Troïka, les fonds européens, etc. qui viennent s'endetter. Notamment comme dit le EFSM et l'ESM, qui ne créent pas directement de la monnaie, mais qui viennent jouer l'intermédiaire entre la Grèce et les marchés financiers, c'est-à-dire que les marchés financiers ont peur d'acheter des dettes grecques, donc ils préfèrent acheter des obligations, des dettes des fonds européens, ESM et compagnie, et ces mêmes fonds européens vont ensuite aller les prêter à la Grèce, d'accord ? Et puis on a la BCE qui va mettre son repo à 3 ans, donc qui va augmenter la liquidité, etc. Le problème, c'est que pour la plupart des pays qui sont en crise de liquidité, ce qui était le cas dans la zone euro, parce qu'il y avait que la Grèce qui était insolvable, il faut tout simplement quelqu'un qui amène de la liquidité rapidement. Et ce quelqu'un, généralement, c'est le Fonds monétaire international,
qui lui-même en fait est financé par les banques centrales du monde entier, donc in fine il est financé par de la création monétaire. Et c'est ça qui est le point crucial de cette première partie de vidéo, c'est comment résoudre un problème de balance des paiements d'un pays. Eh bien, il faut qu'il y ait un prêteur en dernier ressort qui est accès à une planche à billets pour créer de la monnaie très rapidement, sans que ça coûte rien à personne, et puis pour la retirer après. C'est-à-dire que le problème des EFSM et ESM et compagnie, c'est que ils viennent jouer le rôle de tampon, on va dire, entre la Grèce et les marchés financiers, mais ça n'a pas vraiment de sens et c'est pas forcément efficace parce que les marchés financiers voient bien qu'il y a une crise de l'euro, à tout moment l'euro explose en plein vol, et donc on leur demande de pas prêter directement à la Grèce parce que ce serait un peu suicidaire, mais de tout de même prêter à un fonds qui est financé lui-même par de la création monétaire et qui est libellé en euros. Or, si l'euro explose malgré tout, tous les gens qui auront prêté à ce fonds en euros, enfin c'est un fonds en euros, je parle pas de ce qu'il y a dans les assurances vie, mais à ce fonds qui est libellé en euros, malheureusement vont voir leur épargne ruinée. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc au final, la première préconisation, c'est que pour stopper les crises des balances des paiements, il faut un prêteur en dernier ressort qui ait accès à la création monétaire, donc FMI, BCE, etc., etc. Encore une fois, le but n'est pas de créer de la monnaie pour créer de la richesse, parce que création monétaire et création de richesse n'ont absolument rien à voir, mais simplement d'essayer de limiter la casse, de dire voilà, on va vous mettre de la liquidité, payer, et puis ne tombez pas ensuite en crise de solvabilité, parce que lorsque vous restez trop longtemps en crise de liquidité, qu'est-ce qui se passe ? Les stabilisateurs automatiques de l'État, le déficit de l'État, etc., continue de s'aggraver, et donc là vous pouvez basculer malheureusement en crise de solvabilité, ce qui est encore pire. Donc il vaut mieux qu'il y ait un prêteur qui vienne, qui file un peu de liquidité, un petit coussin, voilà, et puis tout se passe bien. Et ça éviterait également que ce soit les pays du Nord qui doivent financer via justement les fonds européens le déficit, la crise de liquidité des pays du Sud, parce que dans le fond c'est pas aux autres de payer les pots cassés normalement, ce serait à une autorité plus ou moins neutre, donc le FMI, d'intervenir et de dire voilà, je vous prête, et puis comme dit, dans un scénario normal, normalement le pays repart, puisqu'il peut même dévaluer, etc., et donc il peut rembourser le FMI, donc il n'y a pas d'argent en trop dans le système, il n'y a pas de tension inflationniste, c'est parfait. Deuxième chose qu'il faut instaurer institutionnellement, et encore une fois c'est en théorie, parce que tout ce qu'on va dire c'est un peu des yaka et il faut, mais bon, c'est compliqué à mettre en place, c'est pas forcément viable, mais en théorie il faudrait également plus de supervision macro-prudentielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ne pas se limiter à dire il y a plus de croissance et il y a moins de chômage, donc tout va bien. Parce que là-dessus, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui aurait également dû être encadré par les autorités européennes, notamment pour prévenir les marchés financiers qu'il y avait un risque. Qu'est-ce que j'entends par là ? On va prendre le cas de l'Espagne. L'Espagne avait une diminution de son chômage, une augmentation de sa croissance, donc c'est très bien, une réduction même du déficit public, donc tout a l'air parfait, sauf qu'en réalité, si on avait fait une analyse économique un tant soit peu sérieuse, on se serait rendu compte que de 1, la croissance était boostée par une bulle sur l'immobilier, de 2, qu'il y avait une baisse du chômage parce que tout le monde allait bosser dans la construction, et il y avait plus personne qui bossait dans les usines, dû à la spécialisation productive. Et donc malheureusement c'est pas bon parce que encore une fois c'est bien d'avoir des maçons, des ouvriers, des trucs. Ils sont ils produisent énormément de valeur à l'intérieur du pays, mais l'immobilier ne prend pas le train, l'immobilier ne prend pas le bateau pour être exporté en France. Vous créez pas une maison en Espagne pour la faire remonter en Alsace, en France. Ça marche pas. Donc c'est de la création de richesses, de la création de biens et de services qui sont non exportables. Ce qui fait que, in fine, vous allez simplement creuser votre déficit extérieur, car vous allez continuer à importer des bagnoles qui viennent de l'Allemagne, mais jamais de la vie vous allez envoyer des maisons et des apparts de l'Espagne vers l'Allemagne. Ça, c'est un gros problème. Et puis on peut également finir pour citer le cas de l'Espagne, les banques qui ont pris pas mal de risques.
parce que c'est une histoire de taux d'intérêt directeur. Encore une fois, le taux d'intérêt directeur unique de la BCE était, on va dire, un peu trop haut pour les pays du Nord et puis un peu trop bas pour les pays du Sud, quoi. Vu que l'argent ne coûtait rien par rapport à ce qui était les standards en Espagne, ça, il y avait des bulles, il y avait donc sur l'immobilier, il y avait également des risques qui ont été pris par les banques et qui les fragilisent et qui les rend, on va dire, encore plus vulnérables en cas de défaut de certains pays dont elles détiennent des obligations, notamment la Grèce. Donc après cette crise, l'UE a bien sûr mis on va dire des indicateurs un peu à la sauce des chiffres magiques, hein, toujours les accords de Bâle 3 et compagnie, pas plus de temps de déficit, obligation d'avoir tant de capitaux propres, etc., etc. L'Union européenne est très dans cette culture, comme dit, qu'on appelle le chiffre magique. Bien que ces chiffres-là soient parfois légitimes, des fois c'est un peu plus bancal. Dans le fond, on devrait pas se dire tiens, il faut 3% il faut maximum 3% de déficit, maximum 60% de dette, etc. Ce qu'il faudrait faire, c'est clairement de l'analyse et faire plus du cas par cas. Par exemple, en France, vous avez une diminution des profits parce que vous avez une baisse de la compétitivité coût. Par exemple, en France, vous avez une augmentation du déficit extérieur parce que tout comme les pays du Sud, hein, on marche sur leurs traces. On a plus d'industrie, donc on n'exporte que dalle, donc forcément on vit au-dessus de nos moyens. Et puis on a également une baisse des prix, enfin des prix qui ne montent pas, donc jusqu'à 2022-2021, mais dans l'ancien contexte, on va dire, qui ne montait pas. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, l'industrie, le peu d'industrie qu'on avait était assez bas de gamme et du coup ne pouvait pas englober la hausse des coûts salariaux. Et puis bien sûr, on a une augmentation de la dette, une augmentation du déficit, et ce, même en période de croissance. Donc tout ça, c'est des indicateurs qu'il faudrait regarder et beaucoup plus surveiller. Ça, c'est aussi une des choses à mettre en place pour que l'euro fonctionne un peu mieux, hein. Encore une fois, c'est un peu utopique, mais idéalement, il faudrait avoir une supervision macro-prudentielle. Et enfin, maintenant, on pourrait se dire, oui, mais pour ce qui est des taux de change et compagnie, ça, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour le déficit et pour cette histoire de compétitivité, d'exportation, etc., etc., hormis le fait d'avoir un prêteur en dernier ressort, parce que c'est pas une solution en soi. Il faut bien avoir il faut bien avoir quelque chose qui fasse en sorte que les comptes soient à peu près à l'équilibre, quoi. Hormis le fait de sortir de l'euro. Admettons qu'on ne puisse pas sortir de l'euro, que c'est interdit. Premièrement, en fait, il faut comprendre que une bonne politique économique serait de faire en sorte que la bonne hétérogénéité, donc la spécialisation productive qui augmente le bien-être, qui soit maintenue, puisse être exacerbée même, et en revanche qui supprime l'hétérogénéité qui est indésirable. Alors avant de dire ce qu'il faut faire, on va dire ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, la monétisation des dettes publiques. Alors petit rappel, quand on monétise une dette, c'est pas juste la banque centrale la prend dans son bilan, c'est non seulement la banque centrale la prend dans son bilan et elle la détruit. Autrement dit, c'est de la création monétaire pure et dure pour financer les dépenses de l'État. Un État a trois manières de dépenser, de se financer: impôt, dette, création monétaire. La monétisation des dettes, c'est simplement de dire la dette que l'État avait, on va tout simplement l'acheter, la détruire, donc c'est de la création monétaire. Le problème, c'est que ça, c'est pas viable parce que ça peut être fait en tant que choc ponctuel, c'est-à-dire si vous avez une catastrophe naturelle, le Covid, admettons, il faudrait encore pousser l'analyse un peu plus loin et nuancer le propos, mais admettons en cas de choc, de gros chocs sur l'économie, de la création monétaire pourrait être envisagée, mais encore une fois, ça c'est pas viable à long terme. Premièrement, à long terme, on est quand même censé avoir un taux de chômage relativement bas et avoir la croissance qui tend vers le taux de croissance naturel, hein, c'est un peu la base. Or, lorsque vous avez pas de chômage, donc un chômage relativement bas, un taux de chômage naturel comme on dit, et que vous avez la production qui est à peu près à son max, c'est-à-dire elle ne peut pas aller au-dessus, ou elle ira légèrement au-dessus mais elle reviendra à la moyenne, financer allègrement les dépenses de l'État, c'est inflationniste.
c'est inflationniste parce que certes la création monétaire ne crée pas toujours de l'inflation, puisque si vous avez dans un système, dans une économie, vous avez 10 euros en circulation et vous avez 5 pommes, bon bah si on fait le ratio quantité de monnaie en circulation sur nombre de biens, donc ici on va se limiter à des pommes, vous faites 10 divisé par 5, ça vous fait 2 euros, donc 2 euros par pomme, quoi. Donc le prix d'une pomme moyen, c'est 2 euros. Si du jour au lendemain, vous mettez 20 euros dans le système, enfin vous rajoutez 10 euros et que maintenant vous vous retrouvez à 20 euros dans le système, et que vous avez du coup doublé votre masse monétaire, mais que le nombre de pommes reste à 5, vous faites 20 divisé par 5, ça vous donne 4. Donc le prix des pommes, désormais, on sait qu'il montera à 4. Et puis par contre, si vous avez ensuite les pommes qui passent de 5 à 10, parce que voilà, création monétaire fait en sorte que avec les 10 nouveaux euros, vous achetez des pommiers ou j'en sais rien, vous vous débrouillez pour avoir 5 pommes supplémentaires, votre ratio retrouve son équilibre, vous avez 10 pommes pour 20, vous avez 20 euros pour 10 pommes, donc vous avez 2 euros par pomme. C'est la logique de base. Mais lorsque vous êtes déjà à la limite, c'est-à-dire lorsque l'économie tend vers son taux de croissance naturel, qui peut être très bas, qui peut être proche de zéro, qui peut être négatif, admettons. Mais lorsque l'économie, de toute façon, on sait qu'elle ne repartira pas pour des raisons structurelles, et non pas pour des raisons de crise ou de choc, etc., mais des raisons structurelles qui fait que la croissance ne repart pas, ce qui est le cas actuellement, en Europe, notamment même en France, ça ne sert à rien d'imprimer de la monnaie. Ça va pas résoudre les problèmes, ça va pas faire pousser des usines du jour au lendemain, ça va pas former des ingénieurs en nucléaire, ça va pas former des gens qui savent lire et écrire à peu près. Donc voilà, donc ça, bon, c'est un autre sujet, mais c'est très important à comprendre que la monétisation des dettes publiques et le financement tout simplement par la planche à billets des dépenses de l'État, c'est pas bon. Et comme dit l'adage, c'est confier la planche à billets à l'État qui peut s'en servir pour financer ses dépenses. Ça revient exactement au même que de confier les clés de la cave à vin à l'ivrogne. C'est vraiment la même chose. Un État en abusera. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu après les banques centrales indépendantes et compagnie. Bref, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est la première erreur. Et maintenant, la deuxième erreur, ce serait de penser que là où un pays peut ajuster sa compétitivité avec son taux de change, donc c'est-à-dire d'évaluer sa monnaie afin que la monnaie coûte moins cher vis-à-vis du reste du monde, donc augmenter la compétitivité, blablabla. Cette fois-ci, en fait, au lieu de baisser ça, on va baisser le salaire. C'est-à-dire que, effectivement, on se dit, au lieu de payer les gens, le salaire minimum, ce sera plus 1200 euros, ce sera, 800 euros. Forcément, vous avez un tas de gens qui ne sont pas en mesure de négocier, qui vont être payés à 800 euros. Et si vous payez vos employés 800 euros au lieu de 1200, forcément, vous avez un coût qui diminue. Donc, vous êtes plus compétitive. Et donc, cette logique, elle peut être tirée par les cheveux, mais en fait, en réalité, elle marche. Alors, elle marche dans une vision, vous savez, classique, c'est-à-dire la vision néoclassique ou néoclassique, la vision de long terme de l'économie, où vous avez toutes les variables qui sont flexibles, donc c'est-à-dire que les salaires sont ajustés à la baisse, mais les prix domestiques à l'intérieur du pays sont également ajustés à la baisse. Comme dit, vous passez de 1200 euros à 800 euros de salaire, normalement, dans une vision classique, dans une vision de long terme, de toutes choses égales par ailleurs, effectivement, les prix domestiques vont baisser également, puisque forcément, si vous avez moins de salaire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez moins de demandes, donc logiquement, vous avez moins de demandes, les prix vont baisser. Et donc, ce qu'on appelle le salaire réel, donc le ratio salaire sur prix, reste identique, ou reste très proche, ou voilà. Ce qui fait que le pouvoir d'achat des consommateurs est préservé. Et ça, donc effectivement, ça pourrait marcher dans cette vision-là. Or, en Europe, vous avez ce qu'on appelle une rigidité sur les prix. Autrement dit, vous allez beau avoir baissé votre salaire, les prix vont pouvoir être maintenus hauts. Alors bon, il y a un tas de raisons à cette rigidité. Ça peut être les inégalités, les inégalités de revenus, ce qui fait que si vous dévalorisez le prix de certains biens, prenons le cliché, les sacs Louis Vuitton, admettons que les sacs Louis Vuitton sont produits dans un pays, vous baissez le salaire des ouvriers de chez Louis Vuitton
de 1200 euros à 800 euros, ben, la demande en sac de Louis Vuitton va pas diminuer pour autant, puisque dans le fond, les gens qui se payent des sacs Louis Vuitton ne sont pas impactés par cette baisse du salaire minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un exemple un peu flagrant que j'ai pris, mais c'est le même principe. Et ça, on peut illustrer encore une fois nos propos avec le cas de l'Espagne. Fin 90, l'Espagne avait une chute de croissance, une hausse du chômage et compagnie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte le système monétaire européen, elle dévalue, elle augmente sa compétitivité, elle augmente ses exportations, la croissance repart, etc. C'est génial. En 2008, rebelote, l'Espagne se prend une crise en pleine poire et cette fois-ci, elle ne peut pas dévaluer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va baisser son salaire nominal pour augmenter la compétitivité. Donc, elle passe d'un salaire minimum de je sais pas combien, de 1000 euros par exemple, à 800 ou 900 euros pour augmenter la compétitivité. Sauf que les prix en Espagne vont rester rigides. Ce qui fait que le salaire réel va diminuer. Et que si les prix restent rigides, vous paraissez pas moins cher dans vos prix vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire que l'ouvrier a beau être payé 800 euros ou 400 euros ou 1 euro, si le sac Louis Vuitton coûte toujours 2000 euros et que son prix reste 2000 euros et qu'il n'a pas bougé, on s'en tape. Ça fait juste une perte d'achat pour l'ouvrier. Donc ça n'a pas marché et donc la seule chose que l'Espagne ait pu faire, c'est créer une récession et baisser sa demande intérieure pour baisser ses prix. Mais c'est quand même une sacrée solution un peu pourrie quoi. C'est-à-dire comment faire baisser les prix, comment devenir plus compétitif, baisser tous ensemble notre niveau de vie pour ne plus rien consommer, qui est des faillites et que du coup les seuls mecs qui subsistent acceptent de vendre leurs trucs pas chers au reste du monde. C'est un peu délicat quand même comme solution. Donc ce qui se passe encore une fois, c'est que dans la réalité, même si vous avez des prix qui sont structurellement rigides, c'est pas grave si vous pouvez dévaluer, parce que si vous dévaluez, les Espagnols dans le fond, eux ils voient rien. Le seul truc qu'ils se rendent compte, c'est que d'un coup les bagnoles allemandes coûtent beaucoup plus cher. Ça, c'est clair et net. Ça, les bagnoles, la bagnole qui leur coûtait 20 000 unités monétaires, va leur coûter 35 000 unités monétaires, admettons. Je sais plus ce que t'est la monnaie de l'Espagne. Mais à l'intérieur de l'Espagne même, ça change strictement rien. C'est-à-dire que le poissonnier du coin, l'épicier, le truc, et la bagnole qui est créée directement en Espagne, elle, son prix ne bougera pas. C'est la magie de la dévaluation. Et par contre, le reste du monde, automatiquement, en une fraction de seconde, à partir du moment où le mec à la banque centrale clique sur le bouton pour dévaluer la monnaie, le reste du monde trouvera que l'Espagne est beaucoup, beaucoup moins chère vis-à-vis des différentes devises. Et encore une fois, je prends du temps à expliquer ça, mais c'est la base du fait d'avoir différentes monnaies. C'est pour ça que on n'a pas une sorte de monnaie commune à l'échelle mondiale. On a chacun sa monnaie, ce qui fait que ça marche plutôt bien et que ça règle les problèmes de compétitivité. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que la Grèce, l'Espagne, au lieu de dévaluer de 10% son taux de change, elle s'est dit on va baisser les salaires de 10%. Sauf qu'en fait, ça n'a entraîné rien de plus qu'une diminution de la demande de 10%, ce qui fait que certains prix pour cette tranche-là de la population qui étaient les acheteurs de certains biens a diminué, mais que les biens, on va dire, de manufacturés exportables, on va dire un minimum de qualité, leur prix n'a pas diminué. Et donc les exportations sont restées, n'ont pas forcément bougé ou n'ont pas explosé comme on l'aurait voulu. Et donc ça en fait, ça revient juste à détruire sa demande intérieure pour stimuler un peu de croissance. Et encore une fois, c'est pas une solution viable. Donc on a dit ce qu'il fallait pas faire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Malheureusement, la seule solution qui peut faire en sorte que la zone euro marche et marche à long terme, c'est-à-dire pas des quantitative easing et des trucs et des machins, mais ce qui fait en sorte qu'on règle la cause fondamentale de l'euro qui est l'hétérogénéité et du coup qui crée des déficits extérieurs. Donc la seule manière de régler les déficits extérieurs, c'est le fédéralisme européen. Et oui, et c'est la seule chose qui pourrait marcher. Bien sûr, je suis pas forcément partisan de l'idée, mais on va quand même en parler et puis à la fin, j'exposerai les limites de pourquoi le fédéralisme européen ne fonctionnera pas ou ne pourrait pas fonctionner. Pour essayer de comprendre, on va déjà récapituler un peu ce qu'on sait. Une union monétaire, une monnaie commune, ça fait disparaître les taux de change et ça fait donc disparaître le risque de change puisque c'est un taux de change fixe.
Donc ça accroît les mouvements de capitaux, puisque tout le monde se prête, puisqu'il y a plus de l'argent coûte moins cher, puisqu'il y a plus la prime de risque sur le risque de change. Ce qui fait qu'on a une spécialisation productive des facteurs de production, capital et travail et compagnie, c'est très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Nord s'est spécialisé dans l'industrie, car ils avaient une main-d'œuvre qualifiée, de la recherche et du développement, d'un meilleur capital par habitant. Si on devait caricaturer, c'était les pays du Nord sont les pays dits riches, industrialisés, et qui sont en capacité d'exporter, qui ont quelque chose à vendre vis-à-vis du reste du monde. Les pays du Sud sont, à l'inverse, on va dire, les pays, entre guillemets, pauvres, qui n'ont pas d'industrie, qui ont des hôtels, des bâtiments, des trucs, des secteurs de construction, etc., mais qui n'exportent pas, et qui du coup sont en déficit permanent. Ainsi, le fédéralisme tel qu'on l'entend, donc c'est-à-dire comme aux États-Unis, permettrait de combler les déficits des pays du Sud via les excédents des pays du Nord, et ce sans passer par les marchés financiers, mais directement en prélevant et en donnant, c'est-à-dire en faisant un transfert. Alors, pourquoi le fédéralisme est la seule méthode qui pourrait marcher? Parce qu'en fait, dans le fond, on a une contradiction avec une zone monétaire telle que l'euro. Vous avez d'un côté la monnaie unique sans fédéralisme, donc ce qu'on a actuellement, qui fait que pour que ça marche, il faut qu'on ait des comptes équilibrés. Ça, c'est la condition sine qua non. Sauf que cette même monnaie unique, paradoxalement, va créer des déséquilibres extérieurs elle-même à cause de la spécialisation productive qui n'est pas à rejeter, puisque c'est bien, c'est une bonne hétérogénéité. Mais malheureusement, comme dit, on est sur un espèce de paradoxe, on est sur une contradiction qui ne peut être, en théorie, puisqu'on l'a vu que ça ne marche pas par les marchés financiers, ça n'a pas réellement marché, donc en théorie qui ne pourrait être que comblé à marche forcée, en prélevant de force les excédents des uns pour donner et combler les déficits des autres. Alors, on peut imaginer plusieurs sortes de fédéralisme, c'est pas le but de la vidéo, on va pas s'éterniser, elle est déjà assez longue. Il y a la dette commune, les fameux Eurobonds, ça veut dire, au lieu que la Grèce émette des obligations et que l'Allemagne émette des obligations, vu que personne veut des obligations de la Grèce et que tout le monde veut des obligations de l'Allemagne, forcément, le taux de la Grèce va augmenter, le taux de l'Allemagne va baisser. Donc, l'idée, ce serait de dire, OK, les gars, on va faire seulement, il y aura plus d'obligations souveraines, il y aura que une obligation européenne. Si les gens veulent acheter des obligations en Europe, ce sera un seul type d'obligation, avec des maturités différentes, etc., mais ce sera uniquement pour financer l'Europe dans sa globalité. L'argent, concrètement, arrivera à Francfort, et puis c'est après Francfort qui est censé dispatcher l'argent, etc., etc. Bon, c'est une des formes de fédéralisme. Vous avez après les transferts de revenus, les transferts sociaux, la fiscalité, etc., etc. L'idée, de toute façon, est toujours la même chose, c'est de collectiviser pour redistribuer. Il y a une chose qu'on peut pas enlever à cette théorie, c'est que, effectivement, si on a bel et bien les excédents des uns qui payent les déficits des autres, vous avez des balances des paiements équilibrées, vous avez des déficits extérieurs équilibrés, et vous n'avez pas de crise de la zone euro, ça c'est clair et net. Parce qu'il y a une sorte de stabilisation. Et vous avez même une sorte d'effet vertueux, qui est que les pays du Nord, les pays dits riches, donnent leur richesse aux pays du Sud, qui leur permet de devenir plus attractifs, de se développer, etc., etc. Et à long terme, c'est un cercle vertueux, parce que quand le voisin ne crève pas de faim, c'est toujours bon pour nous. Puis on aurait même une mise en commun des systèmes de retraite, des systèmes de chômage, de la protection sociale, des emprunts, etc., etc. On serait obligé, parce que admettons qu'on finance la retraite à l'échelle européenne. Jamais de la vie, le gars qui part en retraite à 67 ans, comme dans certains pays de l'Union, et le gars qui part à 60 ans, comme il n'y a pas si longtemps que ça en France, jamais de la vie, le gars qui part à 67 ans accepterait de cotiser pour le gars au même titre que pour le gars qui va partir à 60 ans. C'est normal. Donc il faudrait harmoniser tout ça. Et d'une manière générale, il faudrait obliger à avoir les mêmes politiques un peu partout et surveiller ce que va faire les pays à qui on donne de l'argent, parce que, comme dit, pour schématiser, les fourmis n'accepteront jamais de financer les cigales si elles continuent à danser. C'est le gros cliché, mais c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette option, de cette seule option en théorie, qui est le fédéralisme européen ?
Dans le fond, on en revient toujours au même truc. C'est ce que dit Charles Gave. Vous avez d'un côté le libéralisme et de l'autre côté le coup de pied dans le derrière de Staline. Pour caricaturer, bien sûr, les choses sont un peu plus nuancées, mais bon, si on devrait caricaturer. Et le fédéralisme européen, dans le fond, c'est de dire les marchés, l'offre et la demande, c'est absolument pas efficient, ça marche pas. Donc nous, on sait mieux que tout le monde où le pognon doit aller, donc on va le prendre pour donner là où il faut. Or, en fait, on se rapproche d'une économie qui est planifiée, c'est avec un planificateur central qui est à Francfort ou Bruxelles, avec Madame van der Leyen qui va choisir qui a le droit à tant de budget et qui n'a pas le droit à tant de budget. Et en fait, on en vient toujours à la même chose, et c'est toujours le même argument dans le fond. C'est que le socialisme et le communisme et compagnie, dans le fond, ça pourrait marcher si tout était régi par une sorte de planificateur omniscient, un dieu ou un ordinateur central qui verrait tout et qui saurait tout en temps réel et qui effectivement saurait s'il faut donner un peu, s'il faut créditer le compte d'un tel ou plutôt d'un tel, s'il faut financer tel projet ou tel projet. Sauf que c'est impossible, on l'a bien vu, il y a aucun pays qui met en place des planifications centrales abusives qui fonctionnent correctement. Et à l'inverse, des pays où vous allez laisser faire un peu plus le libéralisme, vous avez tendance à avoir des niveaux de vie qui augmentent. Peut-être des inégalités qui augmentent aussi, ça bien sûr, ça on dit pas le contraire, simplement le niveau des plus pauvres s'améliore quand même plus dans les pays libéraux que dans les pays où vous avez où le paysan à la fin de la journée va donner ses récoltes au planificateur, quoi, si vous voulez, pour les redistribuer à je sais pas qui. Donc malheureusement, un des gros problèmes de l'Europe, et ce sera une des conclusions, c'est que tout doit se faire absolument à marche forcée, en passant par des taux d'intérêt qui sont manipulés. Donc on n'en a pas trop parlé durant cette série de vidéos car c'est pas le sujet, mais quand vous avez des taux d'intérêt directeurs à zéro, c'est un faux prix sur le temps. Vous avez un faux prix sur la géographie, sur l'espace, qui est le taux de change fixe, qui est l'euro. Donc encore une fois, c'est mettre ses gros doigts dans un truc qui est assez bien et qui marche normalement assez bien. Et après s'étonner, comme dit, que les marchés financiers, que le capitalisme, oh là là, ça marche pas. Alors que si on laissait peut-être un peu plus faire, ou si on mettait pas sans cesse des faux prix, etc., les décisions pouvaient être un peu mieux prises. Et puis surtout, vous avez ce fait de vouloir aller jusqu'au fédéralisme européen, aller jusqu'à prendre à l'Allemagne pour donner à la Grèce, sous prétexte que, encore une fois, la Commission européenne et les fonctionnaires qui y sont savent exactement où il faut investir, savent exactement quel projet mener, savent exactement quel plan valider, etc., etc. Or, on le sait tous, voilà, on peut pas confier ce genre de choses à l'État et à un gouvernement pour la simple et bonne raison que là où un entrepreneur privé est limité en capital, le gouvernement aura toujours les liquidités qu'il veut parce qu'il empruntera, parce que il créera de la monnaie si c'est l'Europe avec la BCE, il pourra toujours dépenser n'importe comment comme il veut, car il ne prend pas des décisions en fonction d'un critère qui est pourtant simple et que n'importe quel investisseur privé fait et qui marche, qui est la rentabilité marginale du capital investi. C'est-à-dire si je mets 1 euro en plus dans la machine, combien elle m'en donne ? Et en fonction de ça, vous savez si vous devez allouer votre capital en Grèce, si vous devez allouer votre capital en Allemagne, etc., etc. Alors bien sûr, faire des réformes structurelles, faire des aides aux pays, etc., des sortes d'aides au développement pour les pays de la périphérie de la zone euro, bien sûr que c'est pas, ce serait bien, même qu'on prenne à l'Allemagne pour donner à ces pays-là, c'est encore une fois, ça se tient comme idée parce qu'on a tout intérêt à ce que les gens autour de nous, les pays autour de nous, vivent bien pour avoir un cercle vertueux, un effet bénéfique, un effet de halo, appelez ça comme vous voulez, un effet de réseau, qui est très important. Mais pour autant, est-ce que faudrait que ce soit confié à des mecs dans des bureaux à Bruxelles ou je ne sais où,
Ou est-ce qu'il faut pas mieux confier ça à des gens qui mettent leur propre argent en jeu et qui du coup vont pas faire n'importe quoi parce qu'ils mettent encore une fois leur peau en jeu, le principe du skin in the game de Nassim Nicolas Taleb. Et encore une fois, si le socialisme marchait, si la collectivisation, etc. marchait, faudrait m'expliquer pourquoi les pays d'Amérique du Sud qui sont assez, on va dire, communistes, n'ont pas un niveau de vie qui explose. Pourquoi l'Union soviétique s'est effondrée? Pourquoi la Chine elle-même, qui était communiste, a compris qu'il fallait s'ouvrir aux échanges et au capitalisme et a connu un bond du niveau de vie absolument considérable? Encore une fois, le système capitaliste, mais c'est pas le système parfait. Il y a des choses, enfin voilà, on pourrait en discuter des heures. Néanmoins, prendre le pognon de force à certains pour le redistribuer à d'autres, quand on sait que les dirigeants au pouvoir sont pas forcément là pour l'intérêt commun, mais sont plus là pour leur intérêt personnel, il y a qu'à voir les affaires de corruption, ne serait-ce qu'avec les aides versées à l'Ukraine. On peut être pro-Ukraine, on peut être pro ce qu'on veut, là n'est pas la question. La question est de dire que, encore une fois, il y a des sommes considérables qui sont envoyées à l'Ukraine sans que personne n'ait son mot à dire, sans que les contribuables qui payent et qui se font ponctionner n'aient leur mot à dire. Et on pourrait faire la même réflexion pour les commandes sur les vaccins Pfizer avec Madame van der Leyen et compagnie, les dépenses de l'État pendant le Covid, etc., etc. Voilà, bon, encore une fois, c'est peut-être une vidéo où j'ai pris un peu plus parti que d'habitude. Je suis pas anti-État ou anti-intervention publique. Bien sûr, il faut pas être complètement débile et crétin. Évidemment que quand vous avez des gens qui sont dans des situations difficiles, des pays en crise, etc., autour de vous, et dont vous êtes dans une sorte d'interdépendance, vous avez tout intérêt non seulement à les aider, bien sûr pour des raisons humanitaires, morales, etc., mais au-delà de ça, pour votre propre intérêt économique, parce que lorsque tout le monde est mort autour de vous, vous êtes seul, quoi. S'il fallait retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que le fédéralisme européen, dans le fond et en théorie, est la meilleure des solutions possibles, tout comme en théorie, le communisme est censé être la meilleure des options possibles, sauf que malheureusement, les mecs dans des bureaux, c'est rarement des mecs omniscients qui savent exactement où redistribuer l'argent, etc., etc. Donc, à savoir, est-ce que le fédéralisme est vraiment viable? Pour qu'il soit viable, il faudrait vraiment un système d'information extrêmement sophistiqué où on sait exactement où doit être envoyé l'argent. Il faudrait un contrôle total sur la légitimité des dirigeants également, hein, au niveau européen, qui sont pas forcément élus directement par le peuple. Et il faudrait beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de simplification, que l'argent ne transite pas je ne sais où, qu'on sache exactement qu'est-ce qui est dépensé, où ça va, qu'il n'y ait pas de corruption. Voilà, sincèrement, ça pourrait marcher si toutes ces hypothèses-là étaient respectées. Bon, pour l'instant, c'est quand même des hypothèses assez fortes, c'est quand même des conditions assez fortes de trouver des gens au pouvoir qui soient là uniquement pour le bien commun et non pas pour leurs intérêts personnels. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, notamment dans le paysage même politique, pas à l'échelle, pas que en France ou en Europe, mais dans le paysage politique actuel, c'est assez compliqué. Donc, bon. Avant de voir quelqu'un qui émerge pour l'intérêt commun et non pas pour les intérêts personnels, il va falloir attendre un petit peu. C'est la fin de cette série de vidéos sur la crise de l'euro, donc je vous mettrai la playlist quelque part là. Allez voir toutes les vidéos pour comprendre ce qui s'est réellement passé, les causes, les symptômes et les solutions. Je me suis appuyé pour cette série de vidéos sur le livre de Patrick Artus et de Isabelle Gravé, la crise de l'euro, comprendre les causes et en sortir par de nouvelles institutions, hein. Donc vous pouvez le retrouver, l'acheter sur Amazon. Si vous voulez l'acheter pas cher, vous avez qu'à l'acheter d'occasion, hein, c'est la petite astuce. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.